السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة المميزة جدا، والتي سيحل عليها ضيفا المفكر والكاتب اليهودي المغربي يعقوب كوهين. يعقوب كوهين طبعا غني عن التعريف، هو معروف بنضاله ضد الصهيونية. سنتحدث عن تجربة انضمامه إلى الماسونية، وسأسأله كذلك كيف تخترق الصهيونية الدول، وسنتحدث عن المغرب كنموذج. المغرب طبعا لأنه هو البلد الذي يجمعني بالضيف الكريم. أتمنى لكم مشاهدة ممتعة. Bonsoir Jacob, j'espère que tu vas bien. Merci pour ta disponibilité, d'avoir accepté mon invitation. Comment vas-tu? Ça va bien, merci. Je te salue, je salue les auditeurs qui vont regarder l'émission. Si, moi aussi, je salue les auditeurs. Comme convenu, aujourd'hui nous allons parler du sionisme, du franc-maçonnerie, la différence entre les dénominations et comment ce groupe de personnes ou bien de ces organisations pénètrent les pays. Peut-être on va prendre l'exemple du Maroc. D'abord, je me souviens, durant notre dernière rencontre à Paris, que vous m'avez dit que vous étiez un franc-maçon pour une certaine période de votre vie, peut-être 17 ans. De 17 Wow. ans, oui. De 1990 à 2007. D'accord. Waouh. Donc, avant d'aborder ou bien de parler de cette histoire et de votre expérience, j'aimerais bien savoir d'abord la différence. Lorsqu'on entend par exemple la maçonnerie, franc-maçonnerie, judaïsme et le sionisme, c'est quoi la différence entre les trois nominations? Alors, la franc-maçonnerie n'a rien à voir avec le judaïsme ni avec le sionisme. La franc-maçonnerie a été créée au début du XVIIIe siècle, 1720 environ. Voilà. Mhm. Et même à l'époque, elle était interdite aux juifs. Donc, ah oui, les juifs n'ont été admis en franc-maçonnerie qu'un siècle plus tard, et encore au compte-gouttes. Par exemple, aux États-Unis, les juifs n'avaient pas le droit de rejoindre la franc-maçonnerie traditionnelle. C'est pour ça qu'ils ont créé leur propre organisation maçonnique qui s'appelle le Bnei Brit. Donc en fait, les juifs ont intégré la franc-maçonnerie petit à petit, au compte-gouttes au départ, pour s'intégrer à la société en général. Voilà. C'est-à-dire pour eux, c'était une étape importante de reconnaissance de leur citoyenneté, de leur intégration à la République. Finalement, la franc-maçonnerie n'a rien à voir, enfin, je veux dire, il n'y a aucune confusion à faire entre franc-maçonnerie, judaïsme et sionisme. Voilà. D'accord. On dit que les gens qui dirigent le franc-maçonnerie, ce sont des juifs, c'est pas vrai? C'est pas vrai. Bon, d'abord, il faut faire la distinction. Il n'y a pas la franc-maçonnerie. En France, par exemple, il y a 4 ou 5 grandes obédiences. C'est comme s'il y avait 4 partis politiques. D'accord. Et qui, par exemple, la franc-maçonnerie britannique, qui est la source de la franc-maçonnerie, ne reconnaît pas les francs-maçonneries françaises. Par exemple, si quelqu'un du Grand Orient de France va à Londres, on ne lui permettrait pas d'assister aux cérémonies de la maçonnerie britannique. Donc en fait, il n'y a pas la maçonnerie. En France, par exemple, il y a le Grand Orient qui est laïque, il y a la Grande Loge de France qui est symbolique et philosophique, il y a la Grande Loge nationale française qui est plutôt de droite, identitaire, coloniale, et il y en a d'autres. Voilà, il y a la Grande Loge mixte universelle qui est plutôt de tendance marxiste. Donc en fait, la franc-maçonnerie a plusieurs visages. Voilà. D'accord. Je savais pas, parce que je pense que la majorité des Arabes croient que franc-maçonnerie, sont des personnes juives qui sont en train de diriger le monde. Les personnes qui dirigent franc-maçonnerie sont des juifs. Et là-dessous, pardon, il y a les gens des autres religions, ou bien qui n'ont pas de religion. Non, c'est-à-dire qu'au départ, quand dans les années 50, 1950, les pays arabes commençaient à être indépendants, ils ont interdit la franc-maçonnerie. À l'époque, c'était déjà la guerre avec le nouvel État israélien, parce qu'ils voyaient dans la franc-maçonnerie une pénétration occidentale, judéo-sioniste. Ils ont fait l'amalgame.
Mais en fait, si tu veux, la proportion des juifs en franc-maçonnerie en France, mais elle ne doit pas dépasser les 5 à 10%. Et disons, moi, j'ai fréquenté pas mal de francs-maçons d'autres obédiences. L'élément, la dimension juive était vraiment réduite. Voilà. Mais on aime bien faire l'amalgame, voilà. D'accord, c'est clair. Ok. Je puis savoir l'histoire, comment tu es devenu un membre avec les francs-maçons? Ben, d'abord, j'étais un peu curieux. Et puis, franchement, je me disais, ça peut m'ouvrir des portes. Je me faisais des idées. À l'époque, il n'y avait pas Internet. C'est-à-dire, aujourd'hui, Internet, tu tapes sur Google, franc-maçonnerie, on te donne tout, les obédiences, machin, les grades, comment ça se passe. Aujourd'hui, c'est vraiment une journée où vous faites une idée. À l'époque, je ne savais absolument rien. Donc, pour moi, la franc-maçonnerie se limitait au Grand Orient de France. Et donc, comme je ne connaissais pas du monde, parce qu'il faut être parrainé, j'ai envoyé un courrier. Voilà, c'est comme une candidature spontanée. Et on m'a contacté et j'ai suivi le processus. Voilà. Et en fait, le fait de ne pas être parrainé, on tombe mal. Parce que quand on est parrainé par quelqu'un, ça veut dire quelqu'un qu'on connaît, qui vous amène dans une loge où il y a des amis, où il y a des connaissances, où il y a des affinités. Alors que là, je suis tombé sur une loge qui n'avait rien à voir avec mes convictions politiques, intellectuelles. Et donc, ça a été quand même, c'était assez compliqué, voilà. D'accord. Et tu es resté avec eux pendant 17 ans. Voilà. Et comment tu trouves cette expérience? Très intéressante. Oui, c'est très intéressante parce que je me suis impliqué, c'est-à-dire impliqué dans le sens où on peut être franc-maçon et se contenter des 2 réunions mensuelles. Bon, ils viennent, ok, on fait la tenue, on va au resto, on partage un petit repas, et puis après, bon, bye bye, et puis voilà. Mais moi, j'avais envie de découvrir, donc j'allais dans ce qu'on appelle voyager, c'est-à-dire j'allais dans les obédiences, dans d'autres obédiences. C'est comme ça que j'ai découvert la diversité de la maçonnerie. C'est-à-dire, il y avait la Grande Loge de France, la Grande Loge féminine de France, la Grande Loge mixte universelle, etc. Et donc, voilà, j'ai approfondi un peu, j'avais des contacts, etc. Est-ce que c'est vrai que ils ont des cultes sataniques, des trucs comme ça? Moi, à ma connaissance, non. Il y a les loges bleues, c'est-à-dire jusqu'au 3e degré. Moi, je ne suis pas allé au-delà. D'accord. Après, il y a ce qu'on appelle, comment on appelle ça déjà? Bon, j'ai oublié. C'est-à-dire, on passe du 4e au 33e degré. Mais à ma connaissance, enfin, en tout cas, j'ai connu quelques personnes qui étaient, et je ne crois pas qu'ils faisaient des trucs sataniques, les gens que je connaissais. Voilà. Je connaissais même une femme qui était au 31e degré, ou 32e, voilà. J'avais un copain très, très intime qui était au 18e degré au moment où j'avais quitté, et ce qu'il me racontait n'avait rien de satanique. Maintenant, si ça existe, je dis bien si ça existe, ça doit être limité à un très, très, très petit nombre. Voilà, à mon avis. Donc, si je comprends bien, pour toi, le sionisme, c'est plus dangereux que le franc-maçonnerie. Ah oui, c'est en fait ce qui se passe, c'est que les sionistes, ils ont infiltré aussi la maçonnerie. Voilà. C'est-à-dire, par exemple, c'est ça l'action des Sayanim, c'est-à-dire les francs-maçons, les sionistes se sont dit, il y a le Grand Orient de France. Bon, il faudrait qu'on fasse. Il y a des juifs. Il y avait quelques juifs au Grand Orient de France, mais ils étaient là à titre individuel. Qu'est-ce qu'ils ont fait les sionistes? En 2002, j'y ai participé d'ailleurs, enfin en tant qu'invité.
À l'époque, j'étais pas connu, j'avais pas écrit, les YouTube n'existaient pas, donc on me connaissait pas. Donc on m'a dit, mon frère Jacob, on va créer une loge pour défendre Israël. Donc une loge composée uniquement de juifs sionistes. Évidemment, c'était contre le règlement du Grand Orient. Donc ils n'ont pas dit ça comme ça. Mais comme s'il y avait par exemple un arabe qui se présentait pour adhérer à la loge, eh ben on votait secrètement et on le rejetait. Donc en fait, c'est une loge qui est à 95% composée de sionistes. Et d'ailleurs, je l'ai décrite dans mon roman Le Printemps des Sayanim. Ça s'appelle L'étoile de la paix. Et donc par exemple, ils commencent, ils disent bon, quelle est l'actualité d'Israël? Ils organisent des voyages chaque année en Israël, encadrés par le ministère des Affaires étrangères. Ils font de la propagande, ce sont des Sayanim, voilà. C'est-à-dire, ce sont des Juifs qui travaillent pour le Mossad. Voilà. Alors, je ne sais pas, je ne pense pas qu'ils aient fait ça dans les autres obédiences. Pourquoi? Parce que dans les autres obédiences, ils n'acceptent pas la politisation. Par exemple, au Grand Orient de France, c'est une obédience qui accepte de débattre de l'avortement, de la guerre. Les autres obédiences, comme la Grande Loge de France, on ne peut pas discuter de ça, c'est interdit. Il ne peut y avoir des planches, c'est-à-dire des conférences, que d'un point de vue symbolique ou philosophique. Et donc une loge sioniste ne peut pas être admise. Moi, je connais bien le terme Sayanim, mais les auditeurs non. Est-ce que tu peux nous définir c'est quoi le Sayanim? Oui. Alors, les Sayanim, c'est en hébreu singulier Sayan, au pluriel Sayanim. Ça veut dire celui qui aide, du verbe aider. Donc, ceux qui aident. Alors, c'est quoi les Sayanim? En 1959, le directeur du Mossad de l'époque s'était dit nous avons des centaines de milliers de juifs à travers le monde, enfin en tout cas dans le monde occidental, qui occupent des positions intéressantes dans les médias, dans l'économie, dans la politique, dans le cinéma, dans la culture, à la télévision, dans la publicité, dans l'édition. On va leur demander de nous donner un coup de main. Et donc, le Mossad a recruté, à partir de 1959, à peu près 40 000 à 50 000 Sayanim à travers le monde. Maintenant, je vais donner 2 références bibliographiques pour que les gens sachent, s'ils veulent, se renseigner sur la réalité des Sayanim. D'abord, il y a un auteur qui s'appelle Gordon Thomas, qui est britannique et qui est spécialiste des services secrets britanniques et du Mossad. Cet auteur a interviewé tous les directeurs du Mossad depuis la fin des années 50. Donc, il a interviewé Meir Amit, qui lui a expliqué la naissance des Sayanim. Et donc, vous pouvez vous référer à son livre, enfin, ses livres, très bien documentés. Deuxième livre, mais ça va être difficile à trouver, mais vous pouvez toujours essayer, s'appelle, l'auteur, c'est Victor Ostrovsky. Alors, j'ai oublié le titre, mais si vous tapez Victor Ostrovsky, Mossad, voilà. C'est un officier du Mossad, un des rares, très très rares, c'est très rare que ça arrive, qui avait démissionné dans les années 80, qui s'est réfugié au Canada et qui a écrit un livre qui raconte son expérience au Mossad, comment il a été recruté, etc. Et le livre a connu un grand succès. Pourquoi? Parce que le Mossad a essayé de le faire interdire. Et ça a donné une grande publicité au livre. Alors, le livre raconte, par exemple, il raconte 2 épisodes des Sayanim. Premier épisode, on est à Londres en 1984-85. Je peux me tromper d'une année, mais voilà. Il y a Wanunu, celui, vous savez, qui a pris des photos de la centrale nucléaire de Dimona en Israël et qui a donné ou vendu
ces photos à un journal britannique. Je ne sais plus comment il s'appelle, le journal britannique. Il était réfugié à Londres, caché dans un hôtel. Le Mossad savait qu'il était caché dans un hôtel à Londres, mais comment le retrouver? Le Mossad disposait alors, d'après Victor Ostrovsky, de 3000 Sayanim à Londres. Rien que dans la ville de Londres, le Mossad disposait de 3000 Sayanim. Donc, le Mossad a divisé la ville de Londres et il a donné à chaque Sayan les hôtels qu'il y a, mettons, sur 2 ou 3 rues. Et chaque Sayan appelait la liste des hôtels. Et il disait, voilà, je suis de la famille de tel, il est comme ci, comme ça, il est arrivé un grand malheur chez lui, on ne sait pas comment le rencontrer. Et finalement, un hôtel leur a dit, oui, oui, nous avons un type comme ça. Voilà. Donc, ils l'ont repéré, ils l'ont suivi, ils lui ont mis une jolie fille dans les pattes, qu'il a emmenée à Rome, et là-bas, il a été séquestré et emmené en Israël. Voilà. Donc, Victor Ostrovsky avait dit qu'en 85, il y avait 3000 Sayanim rien que dans la ville de Londres. Donc, moi, j'ai fait une extrapolation et je me suis dit qu'il devait y avoir les États-Unis, la France, etc., entre 40 000 et 50 000 Sayanim dans le monde, enfin dans le monde occidental. Victor Ostrovsky raconte un autre épisode qui implique un Sayan. En 1980, ou 79-80, l'Irak avait signé un accord pour la construction d'une centrale nucléaire civile en Irak. La France a envoyé des dizaines de scientifiques à Saclay. C'est là où on étudie le nucléaire. Le Mossad le savait. Mais un service secret normal, il lui aurait fallu des semaines, sinon des mois, pour pister, etc. Le Mossad, non. Le Mossad a des Sayanim partout. Il va voir un juif, par exemple, qui travaille à Saclay, avant. Il lui dit, écoute, si on a besoin de toi, tu nous donneras un coup de main pour Israël. Il dit d'accord. Donc, ils appellent le Sayan sort les dossiers de tous les Irakiens, le Mossad les photocopie, il remet les dossiers et il cherche quel est celui sur qui qu'il pouvait manipuler. Il tombe sur un type assez facile parce qu'il rentre chez lui, il met son téléphone sur écoute, enfin bon, il raconte toute l'histoire en détail et finalement, ils réussissent à pister le gars, à l'obliger à collaborer parce qu'ils l'ont fait chanter, ils l'ont mis dans des situations impossibles, qui a dit que le chef du programme nucléaire allait venir à Paris incognito dans un hôtel. Donc le Mossad l'a assassiné, etc. Donc voilà le travail des Sayanim. C'est-à-dire, ils sont dans les médias, par exemple en France. Comment ça se fait aujourd'hui? Les gens s'étonnent, se disent, comment ça se fait que les télés, les journaux, etc., sont à 95% pro-israéliens? Parce qu'ils travaillent depuis 1959. Ils ont installé les Sayanim, ils ont dit aux Juifs qui travaillaient dans les médias à l'époque de faire attention, de faire la propagande pour Israël, d'empêcher les Arabes d'arriver, d'entrer, d'empêcher la propagande pro-palestinienne, etc. Donc voilà le travail des Sayanim. Voilà. Par exemple, dans les médias. Maintenant, on peut faire la même chose dans l'édition, par exemple. Les Anglais avaient un Sayan très célèbre qui s'appelle Maxwell. Voilà. C'était un Sayan. Vous imaginez la force d'un type comme ça. C'est-à-dire, voilà, aux États-Unis, l'industrie du cinéma est entre les mains des Sayanim. La télévision est entre les mains des Sayanim. Par exemple, un Sayan célèbre, très pas célèbre, mais important, par exemple, le vice-président de la Réserve fédérale américaine, en 2005, ou 2004-2005, comme ça, il est devenu directeur de la Banque d'Israël, de la Banque centrale d'Israël. Donc, vous pouvez imaginer quand même la complicité, etc. Voilà les Sayanim, c'est-à-dire 40 000 à 50 000 juifs qui ont la nationalité française, américaine, anglaise, etc., mais qui travaillent pour le Mossad. Voilà. Et au Maroc, vous avez André Azoulay. D'accord. Alors, André Azoulay, c'est un Sayanim, c'est un Sayan. C'est un Sayan. D'ailleurs, j'ai même fait une vidéo sur lui.
Et il paraît qu'il était très mécontent, mais c'est un saillant. Il avait une carrière de banquier international. Il n'a rien de marocain, ce type. C'est-à-dire, c'est un juif né au Maroc, mais qui n'a rien de marocain. C'est-à-dire, il ne parle pas l'arabe, enfin, il ne parlait pas l'arabe, il a une culture française, etc. Et à un moment donné, le Mossad s'est dit, on va, avec la complicité de Hassan II, bien sûr, on va mettre quelqu'un au centre du pouvoir marocain pour comment dire, influencer la société marocaine, l'élite marocaine, de manière à la rendre perméable à la propagande sioniste. D'accord. Donc, si je comprends bien, Hassan II n'était pas au courant que Azoulay et Sayani. Ah, il était au courant. Certainement. Enfin bon, sans être au courant, Hassan II, de toute façon, avait une très grande admiration pour le Mossad, pour Israël. Et donc, ah oui, ça, il n'y a pas de... D'accord. Et tu sais pas pourquoi? Pourquoi Hassan II, il admirait le Mossad? Est-ce que il y avait des... Je vais trouver une explication. Ouais. D'abord, il était très pro-occidental. Il détestait Gamal Abdel Nasser. Ouais. Il avait une haine des révolutionnaires arabes. Par exemple, la haine des Marocains révolutionnaires, par exemple. Je veux dire, il a fait torturer, il les a fait disparaître. Tout ce qui était révolutionnaire, il avait une haine viscérale contre eux. Quand Nasser a été défait, il y a eu la défaite de 67, il a sabré le champagne dans son palais. Voilà. Ça, je le tiens de source sûre. Voilà. Oui, oui. Donc, en fait, en 1961, quand il est monté sur le trône, il a ouvert les portes au départ des Juifs vers Israël. Mais grandes les portes, allez-y. Voilà. Donc, et en fait, et le Mossad, et à partir de ce moment-là, il a eu des liens privilégiés avec le Mossad. Il voulait se débarrasser des Juifs? Pas du tout. Pas du tout. D'accord. En fait, non, c'est pas qu'il voulait se débarrasser, il voulait faire plaisir aux Israéliens et au Mossad. Au contraire, il aurait voulu les retenir. Mais en fait, il n'a jamais su pourquoi les Juifs voulaient partir. Et d'ailleurs, les Marocains, à 99%, n'ont jamais su pourquoi les Juifs sont partis du Maroc. Ils ne savent pas, ou ils ne veulent pas savoir. C'est-à-dire les deux. Et tu peux me donner une explication pourquoi les Juifs voulaient quitter le Maroc? En gros, j'ai fait d'autres vidéos. Peut-être on prendra, ça fera l'objet peut-être. Ouais. En gros, les Juifs n'étaient pas certains d'avoir un avenir sûr au Maroc. Voilà. C'est-à-dire au niveau de la justice, au niveau du boulot, etc. À juste titre, d'ailleurs. Voilà. Donc, ils se sont dit, on préfère partir plutôt que d'avoir une mauvaise surprise. Voilà. Mais si un jour ça t'intéresse, on pourrait faire une vidéo là-dessus. D'accord. Et j'ai écrit 2 romans. J'ai écrit 2 romans. Oui. Qui s'appellent. Tu peux éviter les noms, comme ça je les affiche sur. Les noces du commissaire, publié à Casablanca aux éditions Le Fennec, qui raconte comment il y avait des très grands industriels juifs au Maroc. Très, très grands. Ça veut dire qu'ils auraient pu devenir des Rockefeller. Les Fassi, les gens de Fès, n'appréciaient pas beaucoup qu'il y ait des juifs à ce niveau-là. Donc, ils ont fait en sorte de leur prendre leur fortune, voilà, de les déposséder de leur fortune. Donc, à travers ce roman, je raconte, et ça montre un peu l'esprit, les Juifs de l'époque, etc. Le roman se passait dans les années 80. Et il y a un autre roman beaucoup plus personnel, ça veut dire au niveau du petit peuple, qui s'appelle « Du danger de monter sur la terrasse », à travers l'enlèvement d'une petite fille juive, raconter le malaise des Juifs du Maroc et pourquoi ils sont partis. Voilà. D'accord. Revenons au Maroc et l'exemple de André Azoulay. Est-ce que tu penses que André Azoulay a de l'influence au Maroc? Évidemment. C'est-à-dire, c'est quoi son influence? En fait, à mon avis, bon, d'abord, il est le trait d'union entre la monarchie, entre le roi, et les milieux d'affaires internationaux, et Israël. Donc, déjà, lui, c'est un banquier international. Donc, Paris, New York, donc les milieux d'affaires, etc.
Donc, il est le trait d'union. Aussi, le monde, comment dire, le monde washingtonien, c'est-à-dire les politiques à Washington, et la monarchie marocaine. Et donc, si tu veux, sa présence au Maroc, elle avait ce but d'abord d'approfondir ces liens entre la monarchie et les milieux d'affaires, les milieux israéliens, les milieux washingtoniens. Et deuxièmement, ce qui est très important, c'est qu'il a su développer, par exemple, des festivals de musique. Il y a un orchestre andalou, par exemple, judéo-arabe, comment dire, l'invitation de rabbins, d'hommes politiques de gauche, israéliens, soi-disant, etc., des échanges. Il a habitué l'élite marocaine à une présence israélienne. Voilà. D'accord. Ce qui a rendu, au moment de la normalisation, cela a rendu beaucoup plus facile, c'est-à-dire pour beaucoup, enfin pour l'élite, une élite intellectuelle, journalistique, d'affaires, etc., elle a été presque une officialisation des choses. D'accord. En fait, tu penses qu'il a joué un rôle pour signer le contrat de normalisation? Ah oui, oui. Pour moi, la normalisation, il y a ce qui a été dit officiellement et il y a ce qu'on nous cache. C'est-à-dire qu'on ne saura peut-être jamais. Et il a joué un rôle, à mon avis, dans la façon, parce que le Maroc est le seul pays arabe qui a normalisé ses relations avec Israël, mais qui est allé au-delà de ce qui était imaginable. C'est-à-dire, les pays qui ont normalisé avec Israël. Bon, ils ont normalisé, point. Dire, bon, voilà, on a des relations diplomatiques, mais ça ne va pas plus loin. Le Maroc a fait quasiment une révolution culturelle. C'est-à-dire, il a cherché dans son passé la place des Juifs, il a remis la place des... il veut recréer un royaume judéo-musulman. Wow. Judéo-chérifien. Enfin, je veux dire, et ça, à mon avis, je vois la patte d'Azoulay, c'est évident. Mais c'est pas positif d'avoir la coexistence entre les Juifs et les musulmans au Maroc. Non, c'est pas en soi, la paix, seule, la cohabitation, la compréhension, c'est très bien en soi. Je ne serais pas contre. C'est artificiel, ça. C'est une illusion. C'est une illusion. Et je veux dire, c'est plaqué. On plaque un truc qui n'a pas de fondement. Alors, si je comprends bien, Azoulay, c'est un Sayan qui travaille pour les intérêts d'Israël, mais comment le fait de pénétrer le Maroc va aider Israël? Ça, je peux m'expliquer. D'abord, parce que il ne faut pas oublier que la diplomatie marocaine, qui soi-disant représentait Al-Quds, la défense d'Al-Quds quand même. La monarchie marocaine, le monarque marocain était président du comité Al-Quds depuis 1972-73, enfin. Donc ça fait quand même un statut. Oui. Et donc, quand le roi du Maroc disait quelque chose, bon, on l'écoutait, etc. Mais en fait, il avait un double langage, le roi du Maroc. Ça veut dire, officiellement, il défendait Al-Quds, mais officieusement, il faisait tout pour faire accepter le fait israélien dans le monde arabo-musulman. D'accord. J'ai même vu des articles qui parlaient d'installation. Israël a installé des fabriques de drones au Maroc. Bien sûr, oui, il y a une coopération militaire très, très poussée. D'ailleurs, j'ai exprimé des craintes que le Maroc puisse se croire invincible, c'est-à-dire se dire j'ai un allié extraordinaire de poids et qui peut le pousser, parce que le problème, faire confiance aux sionistes, c'est faire preuve de bêtises et de conneries. Voilà. Déjà, les sionistes, ils ne respectent même pas leurs alliés américains, même pas, ni français, ni rien. Alors des Arabes, ils doivent se moquer d'eux de manière
Enfin, voilà. Donc, faire confiance aux sionistes de cette façon-là, c'est mortel. Ils ne se rendent pas compte. Enfin, c'est ça le drame. Donc, en fait, j'ai peur, moi, je crains que le Maroc, enfin, que les Israéliens, pour des raisons, ils feraient comme l'Ukraine, par exemple. Ils ont poussé l'Ukraine à faire la guerre à la Russie. Donc, ils feraient croire au Maroc qu'ils pourraient gagner. Bon, on va te donner des armes, etc. Et tu vas donner un bon coup aux Algériens pour les mettre. Ah ben voilà, en une semaine, tu vas les écraser. Voilà. Et les Marocains peuvent s'échauffer, se dire ah ouais putain. Et voilà, donc c'est ça le problème en fait. C'est comment, enfin, on ne peut pas faire la paix, cette paix-là avec le diable. D'ailleurs, regardez les Égyptiens et les Jordaniens. Ils ont fait la paix, mais c'est une paix froide depuis 40 ans. Donc, voilà, ils savent. Ils n'ont rien gagné. Ou les Émirats Arabes Unis, bon, parce que le roi, il a des ambitions. Il est un peu comme un sioniste, lui aussi. Ça veut dire, il veut devenir il veut faire de son petit pays un empire influent à la manière des sionistes. Voilà. Mais le sionisme, c'est une idéologie de guerre et qui est, par essence, dans son ADN, anti-arabe. Donc, ils n'en ont rien à foutre des Marocains, des Égyptiens, etc. Ils les méprisent. Donc, tu ne penses pas que d'avoir des relations avec les Israéliens, c'est une menace pour la monarchie au Maroc? C'est possible ou pas? C'est-à-dire, comment dire, on met son destin entre les mains d'autrui qui n'a aucun scrupule. Après, les Américains aussi, mais les sionistes sont encore pires que les Américains. Voilà. Et tu ne vois pas que le dossier de Sahara, de la reconnaissance de la marocanité de Sahara, n'a pas avancé après normalisation? Non, pourquoi? Pour moi, il n'a pas avancé. Pourquoi? Parce que ce n'est pas Israël, ni les Américains, ni Macron qui a décidé de reconnaître la marocanité du Sahara, enfin dans une certaine... C'est-à-dire en disant que l'autonomie accordée par la monarchie est la seule solution, etc. Bon, c'est pas ça qui va régler le problème. D'ailleurs, ça ne l'a pas réglé. C'est quoi pour moi régler? C'est-à-dire, dans les instances internationales, à l'ONU, à l'Union africaine, il y a un accord de toutes les parties. Aujourd'hui, il y a une division au sein de l'ONU, il y a une division au sein de l'Union africaine, le Polisario existe encore, il n'a pas baissé, il n'a pas déposé les armes, et donc la situation est conflictuelle. On comprend bien, d'après ce que tu as dit, les Saïans, ou bien les sionistes, ils ont pénétré le Maroc au niveau économique et au niveau médiatique. Les Saïanim sont arrivés au Maroc dès les années 50, 1950. C'est-à-dire que quand Israël, après 1948, Israël a envoyé des centaines d'agents. Moi, je les ai vus. Moi, j'ai fait partie d'un mouvement sioniste dans les années 50. Donc, je sais de quoi je parle. Donc, ils sont venus d'Israël avec des faux passeports. Et ils ont formé des jeunes juifs sur place qui ont travaillé pour... Voilà. Donc, moi, j'en connais, enfin, j'en ai connu pas mal. Et donc, si tu veux, les Saïanim sont déjà arrivés au Maroc. Il y avait l'agent juif, avec des milliers d'agents qui quadrillaient le Maroc pour faire partir les Juifs. Ils sont allés dans le sud du Maroc, ils ont sorti tous les Berbères, ils les ont emmenés dans les années 1953, 54, 55. Ces malheureux Berbères ne savaient même pas ce qui leur arrivait. Ils ne parlaient même pas l'arabe. Voilà, ils les faisaient monter dans des camions, allez hop, vers Israël. Donc ils étaient déjà là. Par centaines, sinon par milliers. Mais quand le Maroc est devenu indépendant en 1956, ils sont entrés en clandestinité. J'en ai connu parce que il y avait les responsables des mouvements sionistes. Ils avaient ouvert un local dans le Mela de Meknès, les sionistes. Ils ont vraiment quadrillé. Ils ont même commencé à former militairement les jeunes juifs à l'autodéfense. Ils ont créé des mouvements de jeunesse. C'est-à-dire, moi, par exemple, j'ai fait partie pendant 3-4 ans d'un mouvement de jeunesse sioniste. Et il y en avait 4 à Meknès, 4 mouvements. Donc, ouais, tu vois un peu le niveau d'organisation. Il y avait des congrès qui se réunissaient une fois ou deux par an.
On était 100, 150, 200. Ils louaient une ferme, etc. Donc il y avait une pénétration incroyable. Mais en 61, Mohamed V avait interdit aux Juifs de partir en masse. C'est-à-dire, si un Juif voulait sortir du Maroc, il n'avait qu'à demander. Et le Mossad faisait sortir les Juifs clandestinement, par la frontière algérienne ou par la Méditerranée. Je ne sais pas si tu as entendu parler de l'Egoz, un navire qu'on a fait, le Mossad a affrété un chalutier en très mauvais état. Il l'a fait sortir d'Al-Hoceima en janvier 1961 par une nuit de tempête. Les tempêtes dans le détroit de Gibraltar sont terribles. Le navire a coulé, c'était fait exprès. Hein. Le navire a coulé, 43 Juifs sont morts. Et là, tout de suite, campagne internationale. Le New York Times, Paris Match, les Juifs prisonniers, machin, etc. Et Hassan II a saisi l'occasion, il a dit « Ok, les Juifs, ils peuvent sortir comme ils veulent. » Et alors, les Juifs, à l'époque, moi par exemple, quand je suis né, on n'avait pas de livret de famille, à Meknès quand même. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? Alors, ça a été la panique. Les Juifs allaient voir l'agence juive. Ils ne savaient pas, ils ne connaissaient pas le Mossad. Ils allaient voir l'agence juive et ils disaient « On veut partir ». On n'avait même pas de papier d'identité. Qu'est-ce qu'elle faisait l'agent juif? Prenait un bout de papier, il disait, OK, quel est le nom du père, le nom de la mère? Les enfants, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, OK, voilà. Le père, la mère, 7 enfants, voici un papier, tampon, tu vas à Casa, il t'emmène en bateau, etc. Voilà. Et c'est comme ça, il y avait des départs de dizaines de milliers, peut-être 100 000 qui sont partis en 2 ans, rien qu'avec des feuilles de papier comme ça. Enfin, je veux dire, il n'y avait même pas de document officiel. Donc, et c'est à ce moment-là, bon, Hassan II savait très bien ce qui se passait. D'ailleurs, je voudrais dire une chose, c'est que sur chaque tête de pipe, il touchait une somme d'argent versée sur un compte suisse. Et son frère Moulay Abdallah, il touchait, parce que lui contrôlait les entrées au port de Casablanca. Et sur chaque tête juive qui rentrait au port, il touchait quelque chose. Voilà. Et donc, il savait très bien que ces Juifs partaient en Israël. Mais ils s'en foutaient. Hassan II avait scellé son sort à celui d'Israël et du Mossad. Voilà. Je voulais terminer avec une question. Oui. On sait bien que le Maroc est pénétré par les Israéliens, par les sionistes. Est-ce que c'est toujours possible d'arrêter cette pénétration? Si oui, comment? Alors, je ne crois pas qu'il est possible d'arrêter. Oh. Pourquoi? Parce que la monarchie, vous savez que Hassan II a joué son trône avec la marche verte, c'est-à-dire c'est un coup de poker. Il s'est dit, il a la légitimité de la monarchie marocaine, c'est jouer avec la marche verte. C'est-à-dire, si ça avait été un échec, pour une raison ou une autre, je ne sais pas, la monarchie était ébranlée, parce qu'il a joué vraiment voilà, donc, moi je pense que M6, Mohamed VI, il a joué vraiment sa légitimité, sa crédibilité internationale. Il a dit, voilà, c'est pour le Sahara, etc. Donc, il a joué sa crédibilité sur cette normalisation. Donc, il ne peut pas l'arrêter. Il peut, à mon avis, il ne peut pas, à moins de mettre son régime en danger. Il a trop misé là-dessus. Il a trop mis. C'est comme si tu joues au poker, tu as mis les 3/4 de ta fortune. Tu ne peux pas sortir de table. Voilà, et donc, non seulement il s'est engagé, comme j'ai dit tout à l'heure, sur le niveau diplomatique, mais au niveau militaire et au niveau idéologique, au niveau relationnel. Il a permis la pénétration des Juifs au niveau, par exemple, du business. Il réécrit l'histoire, il a donné des instructions pour que dans les écoles, les instructions religieuses, on refasse les leçons pour donner une image positive aux Juifs. Il a rendu la présence juive, il lui a donné une légitimité incroyable. Et donc, je ne vois pas comment, qu'est-ce qui pourrait
comment dire, lui faire changer d'avis. Voilà. Donc en fait, il s'est mis dans une position où il ne peut plus reculer, à moins d'un tremblement de terre. Voilà. Parce que ce n'est pas une affaire de roi seulement. C'est que le problème, c'est qu'au Maroc, on ne peut pas aller contre la volonté du roi. Voilà. C'est-à-dire que, prenons des partis politiques qui, par exemple, mettons le PJD, qui, par nature, par culture, n'aime pas la normalisation avec l'État sioniste, avec le sionisme, avec l'État juif. Ouais. Mais il ne peut pas faire autrement que de dire oui, enfin, etc. Voilà. Prenons les syndicats. Eh bien, ils sont obligés de dire oui à la normalisation. Prenons la culture. Je ne sais pas, moi, par exemple, le Centre national du cinéma marocain, qui est très actif, par exemple. Ne peut pas mener une campagne contre la normalisation. Donc, en fait, la monarchie a une telle prédominance au Maroc qu'elle empêche toute critique réelle, réaliste du phénomène de la normalisation et de ses conséquences. Qu'au Maroc, on n'aime pas dire les choses qui ne plaisent pas. Il vaut mieux ne pas. Voilà. C'est-à-dire, prenons des universitaires par exemple. Moi, je vais raconter une anecdote, mais qui est différente. Quand j'étais à l'université Hassan II de Casablanca, en 1984, le Maroc et la Libye étaient comme chien et chat. D'accord? Bon. Et un jour, Hassan II et Kadhafi ont signé une union Libye-Maroc, voilà, qui a duré quelques mois. Et le doyen a réuni les professeurs et il leur a dit, bon, nous allons sortir une revue spéciale sur les relations harmonieuses entre le Maroc et la Libye. Et tout le monde s'est mis à écrire l'histoire. Voilà, c'est ça le Maroc. La société marocaine est une société où on n'est pas libre de dire ce qu'on veut. Voilà. Par exemple, moi, je ne connais pas d'universitaire qui a écrit, ou un journaliste qui a écrit des choses réelles sur l'histoire des Juifs au Maroc. Voilà, je regrette, je n'ai pas. Pourquoi je ne suis pas très apprécié au Maroc? Moi, enfin, presque on me boycotte. Voilà, pourquoi? Parce que j'ai dit les choses, la vérité. Et ils n'aiment pas entendre la vérité. Le Maghrébin n'aime pas entendre la vérité. Voilà. Et ça, c'est dans la culture arabe. Mohamed Harkoun, le fameux sociologue, il avait dit en 1981 dans une conférence à Casablanca à laquelle j'ai assisté, il a dit le jour où la parole sera libérée dans le monde arabe, libérer la parole, il y aura une vraie révolution. Ouais. Donc en fait, le problème d'Israël, c'est qu'en dehors de quelques manifestations ici ou là, bon, qu'on permet pour voilà, bon, c'est un peu de folklore. Voilà, bon, je suis désolé de dire comme ça. Mes amis me pardonneront, ceux qui m'écoutent. Mais en fait, le système, il contrôle tout. C'est-à-dire les syndicats, les partis politiques, les universitaires, les cinéastes. Et celui qui veut faire le malin, il y a quelqu'un qui a été condamné à 5 ans de prison parce qu'il a critiqué la normalisation, parce que c'est le roi qui a décidé la normalisation. Et donc, en fait, il y a cette chape de plomb qui pèse sur le Maroc et qui empêche même, comment dire, d'en parler, qui empêche de peser le pour et le contre, quels sont les avantages, les inconvénients, etc. Et c'est pour ça que je dis, moi, enfin, je pense que renverser la vapeur, ça va être éminemment compliqué, à moins d'un... Voilà, peut-être, par exemple, Israël va s'effondrer. Hein. Donc, mais par contre, Jacob, au Maroc, on a vu dans des différentes villes marocaines des manifestations avec des milliers de gens qui sont sortis pour dire non à la normalisation. Très bien. Bon. D'accord. Et alors? Non, mais voilà. Non, il faut dire et alors? Voilà. Ils ont manifesté, ils sont rentrés chez eux. On a dû comment dire, on a pris leur nom quelque part, on les a photographiés. Non, je voulais dire que
Parce que toi, tu as dit qu'on ne peut pas dire non au roi. Eh ben, la normalisation, c'était une décision du royal. Mais le peuple marocain a bien dit non à la normalisation. On ne veut pas. Mais pour moi, c'est Mhm. le peuple marocain en général, il ne manifeste pas. Enfin, ils sortent pas par millions. Ils Ok. sortent par 5 000, 10 000, 50 000 à Casablanca, à Rabat, d'accord, ok. Ils sortent une journée. Et après, ils rentrent chez eux, et dans un mois ou dans 2 mois. Ça, le régime peut se le permettre. Ce que je dis, moi, c'est que je ne parle pas du peuple. Enfin, le peuple n'a aucune voix au Maroc. D'ailleurs, même en Mhm. Occident, en France, quelle est la voix du peuple? Zéro. Ouais, c'est rien. Le peuple est sorti contre la retraite. Et alors? Les gilets jaunes. Et alors? Donc, en fait, le peuple est une notion bidon. C'est-à-dire, ça existe. Mais ce que je veux dire, moi, la chape de plomb, c'est tout ce qui est organisé. C'est-à-dire, tu es le maire d'une ville, par exemple. Est-ce que le maire d'une ville va envoyer un télégramme pour protester contre la normalisation? Ça ne va Non. pas, non? Est-ce qu'un juge de la cour va envoyer, est-ce qu'un commissaire de police, etc. Tu vois? Les universités, pareil, ouais. Voilà. Un doyen ou un prof, il dit, oh là, j'ai pas envie d'avoir des histoires. C'est ça le truc. Donc, enfin, après, il reste le peuple. Bon, ben, le peuple, on lui permet, c'est pas un problème. Mais ça change rien à la dialectique, à la logique. Je sais pas si tu vois voilà. Ouais, j'ai compris. Malheureusement. Moi, j'ai un langage de vérité. Hein. Enfin, voilà, je suis désolé, mais Non, mais t'as dit la vérité, ce que tu penses que c'est la vérité, mais bon. c'est ce que je pense. Après, chacun peut penser, bien sûr. Mais c'est Inch'Allah ma khair, vérité. Inch'Allah khair. Voilà, bon, ben, Inch'Allah. d'accord. Jacob, je te remercie beaucoup. Mais je t'en prie, J'espère te rencontrer encore une fois à Paris avec plaisir. et peut-être manger un tagine. Avec plaisir. Inch'Allah. Merci beaucoup Dans pour notre ton temps, pour instant. ta disponibilité. Ok. Bon, ben, lekum al-bekher. Amin. Merci beaucoup. Très bonne soirée et on reste en contact, Inch'Allah. Et à la prochaine. Ciao. Merci, à la prochaine. Allez, ciao. أشكركم على حسن المتابعة. إلى لقاء آخر بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.